Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, le groupe des Républicains, Madame Trouvé, le groupe de la droite républicaine, présidé par Laurent Wauquiez, ne votera pas la censure. Disons-le, le budget qui a été voté par la commission mixte paritaire n'est pas le budget des Républicains. En réalité, il n'est le budget de personne, puisque c'est un budget de compromis. Et d'une certaine façon, n'étant le budget de personne, il ne satisfait personne pleinement. Mais ce budget, il a un mérite. Le mérite, c'est celui d'exister. C'est le budget de ceux qui veulent de la stabilité. Et parce que nous sommes responsables, nous les Républicains, nous pensons qu'un budget, pardonnez-moi, Monsieur le Premier ministre, même imparfait, est préférable à l'absence de budget. Pourquoi ? Parce que sans budget voté, pas d'investissement dans les hôpitaux, pas d'investissement dans les EHPAD, pas d'investissement dans les communes. Sans budget voté, c'est aussi la méfiance qui s'installe chez nos partenaires et chez ceux qui nous prêtent. Or, attention, les choses peuvent aller très vite. Fin novembre, les taux à 10 ans qui se sont appliqués à la France ont été plus hauts que ceux qui se sont appliqués à la Grèce. Et cela devrait sonner comme un avertissement. Car ça signifie qu'à ce moment, la signature de la France, pour certains, a valu moins que celle de la Grèce. Sans emprunt, qu'est-ce qui nous arriverait ? Eh bien, on ne pourrait tout simplement plus payer les salaires, plus payer les pensions. Alors on va vous dire, on exagère. La Grèce, il y a 10 ans, fut contrainte de baisser de 10% ses retraites parce qu'on ne lui prêtait plus ou très cher, ce qui revient au même. Et moi, je vous le dis clairement, nous ne voulons pas courir le risque de devoir un jour baisser de 10% les retraites dans notre pays. Et même si finalement vous ne votez pas la censure, le simple fait de menacer de le faire, c'est offrir au monde l'image d'un pays instable. Or, l'économie, c'est la confiance. Une note de conjoncture publiée le 28 janvier par Bercy le montre clairement. La hausse de l'incertitude explique une partie de la baisse du climat des affaires lors du deuxième semestre 2024. Alors, je vais vous dire une chose très simple. Sans budget, on ne peut pas aller très loin. Mais sans budget, on peut tomber très bas. Et nous ne serons jamais, nous les Républicains, les ingénieurs du chaos. Nous ferons toujours le choix d'un budget possible sur celui d'un budget idéal ou idéalisé quand cet idéal n'est pas atteignable. Parce que nous ne sommes des gens responsables, nous ne voterons pas la censure. Voilà pour la motion de censure. Permettez-moi maintenant d'évoquer ce qui va suivre, l'après-motion de censure. Quand la motion de censure aura été, comme nous le souhaitons, bien sûr, battue, c'est là que tout commencera. Immédiatement, il faudra nous mettre au travail pour préparer le prochain budget. Et cette fois-ci, avec des réformes structurelles, plutôt qu'en jouant du rabot. Et à ce sujet, je n'ai évidemment aucun doute sur les bonnes intentions du gouvernement. Seulement, ces bonnes intentions ne doivent pas être que des intentions. Car la France n'a plus besoin de bonnes intentions, elle a besoin d'actes. La France a trop menti dans le passé, elle a trop menti sur sa volonté de se réformer. Et il y a une échéance qui nous guette. C'est celle du jour où ceux qui nous prêtent nous diront stop. Parce qu'à force de prendre des engagements de réforme qu'on n'applique jamais, un jour, on ne nous prêtera plus, ou trop cher. Et encore une fois, c'est pareil. Faute de réforme, je vous le dis solennellement, ce jour approche. Il ne faut plus sous-estimer le ras-le-bol que suscite chez nos partenaires européens le laxisme budgétaire constant de la France. Parce que nous payons tout à crédit, tout. Les fonctionnaires, les retraités, notre santé, nos investissements. Monsieur le Président de la République, François Hollande, dans votre dernier livre que je recommande à la lecture de chacun sur l'histoire des idées de la gauche, vous citez Paul Brousse. Paul Brousse exhorte ses camarades socialistes en les appelant à la responsabilité, en leur disant une chose très simple. Il leur dit « Descendez de vos hautes tours de l'utopie ». À vous, mes chers collègues, à vous tous, je dis collectivement la même chose. Nous devons tous descendre de nos hautes tours, de nos utopies. Vous voulez la justice sociale ? Nous aussi. Vous voulez la prospérité ? Nous aussi. Vous voulez sauver notre modèle social ? Eh bien, nous aussi. Alors dites la vérité. Fini les chansons pour endormir les enfants. Si nous avons 3 300 milliards de dettes, ce n'est pas parce que nous n'avons pas assez taxé.
Si nous avons 3 300 milliards de dettes, c'est parce que nous avons tout simplement trop dépensé. Et parce que nous avons nié les évidences. La première évidence, l'argent public n'existe pas. L'argent public, il ne tombe pas du ciel. L'argent public, c'est comme toujours l'argent des impôts des Français. Et comme le disait Friedman, rien n'est jamais gratuit. À la fin, il y a tout le temps quelqu'un qui paye. Seconde évidence, surtaxer les entreprises n'est pas une solution pour demain, ça ne fait qu'amplifier le problème. Quand vous surtaxez une entreprise, elle répercute toujours ses coûts, soit sur le consommateur, en augmentant les prix, soit sur ses salariés, en licenciant, soit en délocalisant. Taxez-moi Sanofi, vous verrez la fameuse usine de Doliprane dont nous avons tant parlé dans cet hémicycle, eh bien, elle resterait en France. L'impôt ne crée jamais de richesse. Jamais. Et je vous en prie de grâce, cessez de dire que les allègements de cotisations des entreprises sont des cadeaux qu'elles devraient rembourser. Ces allègements de charges ne sont rien en face du poids écrasant de l'impôt, de la taxe, de la norme, qui font porter un sac plein de pierres aux entreprises françaises. Les charges, 47% du coût de la main-d'œuvre en France, championne d'Europe des charges patronales. Comment voulez-vous exiger des entreprises françaises qu'elles courent aussi vite que leurs concurrentes avec de telles obligations sur leurs épaules? Les entreprises, mes chers collègues, ce ne sont pas des vaches à lait que l'on peut traire et que l'on peut contraindre à l'envi. Et je vais vous faire plaisir, après Friedman, je vais vous citer Reagan. La philosophie suicidaire en direction des entreprises, elle se résume au bon mot de Reagan. Si ça bouge, taxer. Si ça continue de bouger, réglementer. Et si ça s'arrête de bouger, subventionner. Alors oui, plutôt que de critiquer ceux qui investissent, nous, républicains, nous les applaudissons. Et c'est vrai, la France se porterait mieux. Nous l'assumons. Si elle avait 1000 Bernard Arnault dans 1000 domaines. Et ce n'est pas le modèle social. C'est une erreur de penser que c'est le modèle social qui fait l'économie. C'est l'inverse. C'est l'économie et l'entreprise, et pas l'impôt qui produisent la possibilité d'une dépense sociale généreuse. La troisième évidence, une dette, elle se paye toujours. La dette éternelle, c'est un mythe. Les choses d'ailleurs sont très simples. Si vous ne remboursez pas, eh bien on ne vous prête plus. Quatrième évidence, nous dépensons trop et nous dépensons mal. Prenons l'exemple du chômage, la lutte contre le chômage. Pour le combattre, en France, nous dépensons 3 fois plus que l'Italie, alors que nous avons le même taux de chômage. On jette l'argent, mes chers collègues, par les fenêtres, l'argent des Français, et on s'étonne que nos services publics manquent sans cesse de moyens. L'État est partout. L'État est partout. Il est efficace nulle part. Alors l'État finance le reprisage des vêtements, le changement des lacets de chaussures, mais il est incapable d'assurer la protection de nos concitoyens ou le contrôle de nos frontières. La gabegie, mais les exemples pullulent. Je pourrais parler de Lucie. Lucie, c'est l'IA de l'État, lancée le 23 janvier sous les cocoricots et fermée en catastrophe le 25 janvier parce qu'elle ne savait pas répondre aux questions les plus élémentaires, ce qui est évidemment fâcheux pour une intelligence artificielle. Je pourrais parler de Business France. Business France, la Cour des comptes nous apprend qu'une entreprise sur 2 qui a été aidée par Business France n'en a tiré aucun bénéfice. Et puis je pourrais également vous citer cet exemple extraordinaire de l'opération Plante ton slip. Plante ton slip, c'est une opération de l'ADEME, évidemment financée par les économies des Français. Ben oui, je vous le dis simplement, mes chers collègues, il faut arrêter la gabegie, ça va très mal finir et franchement, peut-être qu'il faudrait que tous ces gens qui dilapident l'argent des Français un jour rendent des comptes. Cinquième évidence, nous avons 5 millions de chômeurs. 5 millions de chômeurs. Et pourtant, je ne connais pas une PME, pas un artisan, pas un hôpital qui n'ait de difficultés pour embaucher, pas un seul. Notre système social désincite au travail. Nous ne travaillons pas assez. Et arrêtez les postures. Vous savez très bien, nous avons tous des exemples de gens qui ne reprennent pas leur travail alors qu'ils le pourraient parce que le système les pousse à rester chez eux. Si notre taux d'emploi
Si notre taux d'emploi était identique à celui des Pays-Bas, nous n'aurions plus de déficit primaire. Vous avez entendu, si notre taux d'emploi était identique à celui des Pays-Bas, nous n'aurions plus de déficit primaire. Sixième évidence, sans réforme des retraites, il n'y aura jamais de rétablissement des comptes publics. Et honte au Conseil d'orientation des retraites, le corps, honte au corps qui a endormi les Français en prétendant pendant des années que les retraites étaient à l'équilibre, alors qu'il savait que l'État devait chaque année écoper pour éviter le naufrage. C'est quoi la conséquence de tout ça? C'est que nous n'avons plus de marge de manœuvre. Moi, j'ai été frappé, Monsieur le Premier ministre, en CMP de discussions qu'il nous arrivait d'avoir sur le maintien ou sur la suppression d'une ligne de 10 ou 20 millions d'euros, 10 ou 20 millions d'euros, c'est-à-dire des lignes dignes dépenses d'un conseil municipal d'une ville moyenne, alors qu'on parlait du budget de l'État. Nous n'avons plus de marge de manœuvre et nous n'avons plus le temps. Et raboter ce que nous faisons, ce n'est pas une solution que l'on pourra répéter chaque année parce que l'os n'est pas loin. Nous devons prendre des décisions structurelles. Dépenser moins, dépenser mieux, travailler plus, décentraliser, simplifier, faire confiance. Regardez l'Espagne, regardez le Portugal, la Grèce, l'Italie, le Club Med dont on se moquait. Eh bien, tous ces pays, aujourd'hui, ils se portent mieux que nous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réduit leurs dépenses publiques, ils ont rendu ces dépenses plus efficaces, ils ont débureaucratisé, libéré les collectivités territoriales, les acteurs économiques, sociaux. Ils ont lutté contre les fraudes, ils ont réformé les retraites, ils ont adopté une règle d'or et pour certains, ils se sont dotés de fonds souverains. Supprimons tous ces organismes coûteux ou en doublon quand ils ne sont pas aussi des rentes pour les copains et les recasés de la République. La bonne nouvelle, c'est que nous savons, grâce à des expériences étrangères, que les choses peuvent changer. La spirale infernale de la dette, ce n'est pas une fatalité, même quand on est au bord du gouffre. Le Canada, dans les années 90, grâce à un gouvernement de centre-gauche, Jean Chrétien, le Canada était alors considéré en faillite, avec un niveau de dette similaire au nôtre. Le Premier ministre Jean Chrétien a établi alors une méthode consensuelle avec les provinces, avec les partis d'opposition, pour réduire drastiquement la dépense publique. Il a fait une revue de l'ensemble des dépenses dans chaque ministère. Qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans? Seulement, le pays est passé d'une situation de déficit qui avoisinait les 10% à une situation d'équilibre. Les dépenses publiques ont baissé de 15 points en 10 ans. Et peu de temps après, le Canada a massivement baissé son impôt sur les sociétés. S'en sont suivis, mes chers collègues, des années de croissance. Vous voulez un autre exemple? Le Danemark, plus proche de nous. 14 points de ratio de dépenses publiques qui ont été gagnés en 20 ans. Ce fut là aussi le fruit d'un consensus politique, car les réformes eurent lieu en même temps que se succédaient les partis libéraux et les sociodémocrates. Les réformistes au Danemark ont réussi à faire consensus sur des principes forts, des lois budgétaires strictes, l'introduction d'une dose de capitalisation dans les retraites et une revue des dépenses. Il faut retenir 2 enseignements de ces expériences. 1, c'est possible. Oui, c'est possible de réformer de manière consensuelle, avec plusieurs forces politiques en présence. 2, il est essentiel de passer en revue les dépenses publiques pour établir de l'ordre dans nos comptes. Monsieur le Premier ministre, je n'invente rien, j'ouvre les yeux et je vois dépenser moins, dépenser mieux, travailler plus, simplifier, décentraliser, débureaucratiser et dire la vérité aux Français. Pour contrôler le budget, au fond, c'est très simple. Il faut apprendre à dire non. Gouverner, ce n'est pas distribuer sans fin de l'argent public, c'est faire des choix et c'est faire des économies. Nous, les Républicains, nous ne voterons donc pas la censure parce que la France a besoin d'un budget, parce que la France a besoin de stabilité. La France ne peut pas se permettre de ne pas avoir de budget. Ceux qui prétendent le contraire trompent les Français. Mais l'adoption de ce budget, ce n'est pas la fin de l'histoire. Une fois ce budget adopté, tout commence pour éviter, mes chers collègues, justement, que tout finisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher collègue.